Bonsoir à vous et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Ce soir, samedi, comme d'habitude, on revient sur l'actualité de ces derniers jours avec un invité que je vous propose d'aller retrouver tout de suite puisqu'elle nous attend à quelques pas d'ici. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Lima Wild, vous la connaissez tous, c'est l'une des artistes les plus connues ici à Mayotte. Lima, bonjour. Bonjour Mina. Alors c'est un plaisir pour nous de vous avoir pendant ces quelques minutes qui vont suivre. Alors avec vous, on va parler de l'actualité à Mayotte, ce qui s'est passé ces derniers jours chez nous. Alors on va commencer par ce sujet qui a beaucoup fait parler, on va dire, cette grève générale qui menaçait. Et on avait les syndicats d'un côté qui demandaient au patronat de se réunir et de provoquer avec l'État une CCT, une commission consultative de travail. Le MEDEF a réagi en provoquant une réunion. On regarde ces images. La réunion tant attendue a bien eu lieu ce matin. Et comme annoncé seulement qu'est à l'appel, la CGT et le syndicat FO, même si Ouseni Balahachi, représentant de l'intersyndicale, était lui bien présent. Après 1h30 de discussion, un relevé de conclusion a même pu aboutir. Le président du MEDEF nous en explique la teneur. Nous sommes d'accord pour l'application immédiate du Code du travail dans toutes les dispositions qui peuvent être appliquées immédiatement et que pour toutes les autres, l'État accorde un accompagnement financier tant aux entreprises qu'aux salariés pour pouvoir rendre applicables les autres mesures sous réserve d'un calendrier raisonnable. Il est ensuite décidé que la table ronde qui a eu lieu ce matin se transforme en commission qui se réunissent tous les trimestres pour être un comité de suivi de la transposition du Code du travail. La table ronde demande que l'État rende public son calendrier de transposition, puisqu'il semble qu'il en existe un. Pour éviter de nouvelles grèves et des procédures de licenciement, des réunions de conciliation devraient être mises en place, tout comme une formation pour les représentants syndicaux. Car si la CFE-CGC et la FMBTP ont signé ce relevé, ce n'est pas le cas de l'intersyndicale qui s'insurge encore et toujours contre les sanctions qui frappent leurs représentants syndicaux. Moi, tant que je n'ai pas la certitude que les menaces qui sont prises par les responsables des différentes entreprises, les menaces de licenciement des salariés protégés en plus, alors moi je ne vais pas signer un protocole ou un accord. Du côté du MEDEF, le président semble conscient que rien ne peut véritablement avancer sans la levée des sanctions. Mais Thierry Gallarme se dit impuissant face à la décision des patrons concernés. On s'est mis d'accord entre le président et les vice-présidents du MEDEF pour reprendre la tâche de ces patrons, mais pour leur expliquer la problématique, mais il est bien évident que le MEDEF ne s'ingère pas dans les affaires internes des entreprises. Le seul patron d'une entreprise, c'est le patron, c'est pas le MEDEF. Donc à eux de voir ce qui est possible de faire, et ensuite on appellera la sagesse de la CFDT, de la CGT et de FO, pour qu'ils comprennent que de temps en temps, vous parliez du droit commun dans une autre affaire il n'y a pas longtemps, de temps en temps, si on n'a pas respecté une règle, peut-être que c'est normal qu'on soit sanctionné, surtout si la sanction est confirmée par un inspecteur du travail ou un juge. Pas sûr que cela convainque les secrétaires départementaux de Force ouvrière et de la CGTMA. Quant à l'État, tout le monde attend maintenant un signe quel qu'il soit, puisque ce relevé de conclusion lui est avant tout destiné. Un relevé de conclusion avec une réunion qui n'a pas forcément réuni tout le monde. Lima, qu'est-ce que vous pensez de toute cette atmosphère qu'il y a en ce moment à Mayotte ?
Moi, je pense que les grèves, il y en a tout le temps et chaque fois on nous dit qu'il y aura des solutions. J'en vois pas parce que s'il y en avait eu, ça serait arrêté. Alors le MEDEF qu'il ait répondu, c'est déjà un grand pas. Mais je pense que les petites entreprises ne sont pas concernées et ça ne réglera pas du tout le problème. Mais déjà, c'est un grand début. Merci. Enfin, je dis bravo, continuez comme ça. Déjà, c'est déjà un grand pas. Et j'espère que ça va aboutir à quelque chose parce que moi, personnellement, je suis fatiguée de voir les grèves tout le temps. Alors justement, Lima, c'est ce que tout le monde espère parce que quand on parle de grève générale, ça fait peur. Nombreux se rappellent de ce qui s'est passé en 2011. Et a priori, si ça ne marche pas, si les négociations n'aboutissent pas, c'est ce qui risque d'arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça, vous? Moi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment une grève générale parce que justement, par rapport à la grève qu'il y a eu et par rapport aux résultats, il y a certaines personnes qui n'iront pas. Mais ce que j'espère, qu'il n'y ait pas de grève générale et qu'ils puissent négocier, qu'ils puissent s'entendre, que les choses aillent mieux. Mais une grève générale, je ne crois pas. Alors, l'atmosphère, donc côté syndicat de salariés, on a vu les salariés se sentent opprimés, on va dire, parce que c'est ce que les syndicats font ressentir. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien dans le monde du travail? Par exemple, vous avez rencontré des personnes qui se sont plaintes de leurs conditions de travail ou qui aimeraient que les choses changent? Mais chaque fois et tous les jours, on rencontre ces personnes-là. Mais justement, il faut aller voir les responsables ou sinon les syndicats. Est-ce que en poussant les grèves comme ça, ils vont aboutir à quelque chose ou c'est une perte de temps? Parce que c'est bien facile de sortir tous les jours. Peut-être qu'ils ne vont pas taper à la bonne porte. Donc là, on remettra en cause aussi la manière dont les syndicats font leur travail, c'est ça? Moi, je mettrai en cause ça parce que je pense qu'il faut réfléchir à une façon de faire. Il ne suffit pas de sortir sur la route parce que des fois, ça fait reculer l'économie parce que des fois, il y a les gens qui veulent travailler, qui ne peuvent pas et qui sont pour rien par rapport à ce qui se passe. Il faudrait trouver une façon de réagir, je pense. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu des syndicalistes de La Réunion venir donner un coup de main, on va dire, à leurs homologues de Mayotte pour faire grève. Parce que, comme on dit, il faut vraiment revoir les méthodes. Moi, je pense que la manière de faire ou avec qui exactement, mais pas bloquer la population tout le temps parce que la population a besoin de bouger. Et puis, il y a des travailleurs qui ne sont pas concernés. Ce n'est pas eux qui sont mauvais parce qu'il n'y a pas que tous les patrons ne sont pas mauvais. Et c'est ceux-là qui sont bien et on les empêche de travailler parce qu'on a bloqué partout. Je pense qu'il faut trouver une autre façon de gréver. De gréver, de réclamer en fait son droit. Exactement. Voilà. Alors l'image, on va continuer avec vous avec un autre sujet qui fait aussi polémique, en fait, notamment du côté des parents d'élèves. Les rythmes scolaires, on en a parlé depuis un moment, on en parle encore. On regarde ce reportage. Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses écoles élémentaires subissent des perturbations. Parents en colère, instituteurs en grève, fermeture d'établissements. Les rythmes scolaires et les conditions de travail sont au centre des problèmes. Nathalie Costantini juge cependant que ces rythmes sont encore en expérimentation et ne concernent que peu d'écoles. Contrairement à ce que dit M. Rivaux, qui s'entête sur 15 écoles, nous avons 62 écoles qui sont en rotation. Nous avons 47 écoles qui, à ce jour, ne sont absolument pas dans le cadre des rythmes. Nous n'en avons jamais parlé, d'ailleurs vous n'en parlez jamais. On ne parle que de ces 15 écoles qui ont commencé une expérimentation l'année dernière, qui ont mis en œuvre des choses sur lesquelles il y a parfois des difficultés. Nous avons passé la semaine dernière avec la mairie de Mamoudzou, nous avons travaillé avec la mairie de Bouéni pour faire en sorte que quand il y avait des décalages par rapport à des travaux qui étaient proposés, par rapport à des aménagements, à des arrivées de personnel dans les communes, nous puissions donner ce délai. Il nous faut un échéancier. C'est tout ce que l'on dit. Du côté de l'une des associations de parents d'élèves, les propos de la vice-rectrice ont beaucoup fait réagir. 15 écoles, cela leur semble déjà trop, d'autant plus lorsque la sécurité reste un problème au moment de la pause méridienne. Le souci se pose aux périodes méridiennes, mais elle a parlé que de la périscolaire. Certes, elle a raison parce que la périscolaire, ça lui concerne elle-même, mais nous, notre souci, c'est la période méridienne qui concerne la commune et qui concerne nous les parents d'élèves parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants sans qu'on ait une assurance sûre. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous demandons aux parents d'élèves qui constatent que dans leur commune le maire n'arrive pas à s'organiser pour la période méridienne
et à mettre en place l'éducatrice, les matériels ou bien à s'organiser pour qu'on puisse mettre en place le rythme scolaire. Cette représentante de l'une des 3 organisations de parents d'élèves estime que les écoles du département ne sont pas encore prêtes à l'application des rythmes scolaires, un point de vue que semblent partager les maires des communes du département. Premièrement, on a eu des réunions avec les maires. Ils se sont convaincus que le rythme scolaire pose beaucoup de soucis. Aujourd'hui, nous avons signé des motions. Nous constatons qu'à partir de cette motion, on commence à travailler ensemble parce qu'on a eu la majorité. C'est-à-dire que le rythme scolaire est composé de 3 partenariats sociaux et que les 3 partenariats sociaux, ils composent les parents d'élèves, la mairie et le vice-recteur. Aujourd'hui, il y a les parents d'élèves et la mairie qui sont ensemble. Ça veut dire qu'on a gagné ce combat. La vice-rectrice refuse les accusations d'entêtement qui lui sont faites. Le vice-rectorat suit les directives du gouvernement et de la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui ne semble pour le moment pas décidée à revenir sur ce qui est déjà en place. Des rythmes scolaires qui font encore polémique, même une fois que les élèves ont commencé l'école, les cours ont repris, la rentrée a commencé depuis un moment. Lima, on a l'impression que les choses recommencent à chaque fois de la même façon, chaque année ici à Mayotte. Moi, je pense qu'il y a des parents qui se plaignent parce que c'est vrai, amener l'enfant, venir le chercher et repartir quand on veut travailler, c'est pas facile. Et des fois, on n'a personne. Et il y en a qui, le salaire n'est pas grand. Ils doivent payer quelqu'un pour garder l'enfant. Ça, c'est pas évident. Je pense que ça, c'est aussi une autre discussion qui devrait se faire. Et puis, les mairies, je comprends pas pourquoi ils savaient ça depuis longtemps. Ils n'ont pas mis les choses en place. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me dérange. Pourquoi chaque rentrée, ils grèvent? Est-ce que les enseignants, ils ne peuvent pas gréver pendant les vacances? S'ils grévaient pendant les vacances, même moi je serais avec eux. Mais moi je ne serai jamais avec eux tant qu'ils gréveraient pendant que les enfants doivent étudier. Est-ce que c'est un exemple qu'ils donnent aux enfants? Parce qu'un enfant, comme ton enfant, tu l'élèves. Ça veut dire que si tu ne lui donnes pas un yaourt, il ne doit pas aller à l'école. Je trouve non plus que ce n'est pas un très bon exemple leur manière de faire. Donc là, ça ne responsabilise pas les enfants. Mais non, ça donne pas. Alors que les enseignants devraient donner un exemple pour les enfants. Nous, avant, on était éduqués par les parents et par les enseignants. S'il se passait quelque chose, les parents allaient se plaindre au maître ou aux maîtresses. Mais maintenant, si les maîtres et les professeurs, c'est eux qui grèvent en premier, ils montrent le mauvais exemple, même s'ils ont raison. Mais où est-ce qu'ils vont, les enfants? Moi, c'est mon opinion et moi, je l'assume. Moi, je ne suis pas d'accord de leur manière de faire, encore une fois. Et surtout, comme beaucoup l'ont dit. Et ça fait des années. Ça fait des années que ça dure. Je ne sais pas, trouver notre solution. Chatouiller. Aller chatouiller le préfet, aller chatouiller le conseil général. Pour les chatouilleuses, pourquoi ils ont gagné leur combat de longue haleine? Mais ça marcherait encore cette méthode aujourd'hui? Je n'en sais rien. Mais justement, pour revenir à notre sujet, il y a beaucoup qui disent également les enfants à chaque rentrée, il y a des grèves. Exactement, au niveau du programme scolaire, on n'arrive pas forcément à le boucler. Et ce qui fait que d'année en année, les enfants ils cumulent en fait les lacunes. Exactement. Et arrivé à un niveau, on se rend compte que le niveau n'y est pas. Mais oui. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, donc je ne dis pas qu'ils ont pas raison, mais encore une fois, trouvons la bonne méthode. Encore le fond y est, mais forcément la forme, il faut la revoir. Exactement. Alors Lima, on va passer à un autre sujet. Là, on va aller du côté de Petite Terre, très exactement à Pamandi, avec le centre de rétention administrative nouvellement ouvert, on va dire, ce nouvel établissement qui apporte toutes les garanties de sécurité et autres demandées au niveau de l'Europe, au niveau national. On regarde ce reportage. En 2006, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, ordonne la construction d'un nouveau centre de rétention administrative. 9 ans et 30 millions d'euros plus tard, le nouveau bâtiment a ouvert ses portes ce samedi. De quoi véritablement changer le quotidien du personnel et des retenus. Vous avez vu qu'on a maintenant un bâtiment tout récent, tout aux normes. Donc ça va améliorer non seulement les conditions des personnes qui seront placées quelques heures ici, mais aussi les conditions du personnel. On a une capacité de 136 places plus 12 pour les maintenus en zone d'attente. Donc on ne peut pas dépasser cette capacité. Ces retenues et ces maintenus seront gérés par une centaine d'effectifs maintenant. On était une soixantaine auparavant.
Caméras de sécurité, coursives, salles de restauration et de visite, parloirs, espaces extérieurs, lits, climatisation, rien n'a été oublié. Qualifié de Versailles par certains, l'ensemble des lumières extérieures ne consomme que l'équivalent de 3 lampadaires. Preuve s'il en est que tout a été pensé pour faire de ce CRA l'un des plus avancés du pays. Le bâtiment est conçu conformément à un référentiel CRA et correspond aux normes du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc voilà, il est conçu en fonction de ça, en fonction de ce cahier des charges et on est complètement dans un standard métropole. Identique avec des conditions de rétention identiques à la métropole. Le préfet de Mayotte a tenu à prendre la mesure de ce nouveau bâtiment. Conscient du besoin d'un tel ouvrage pour le 101e département, Seymour Morsi est satisfait que Mayotte en jouisse enfin. La loi l'obligeait, il fallait se remettre à niveau, il faut accueillir dignement les gens qui sont pour quelques heures de passage ici et que donc là on s'est mis aux normes, et pour le moment on va tourner un petit peu de façon légère parce qu'il faut s'assurer que tout marche bien et puis ensuite d'ici normalement un mois on sera complètement d'équerre pour pouvoir recevoir, accueillir, traiter puis raccompagner les personnes qui rentrent en situation irrégulière chez nous. Si l'on ne peut se réjouir que de la fermeture de ce type d'établissement, il n'en demeure pas moins que ce nouveau CRA représente une grande avancée pour la police aux frontières et pour ces centaines de sans-papiers qui seront désormais accueillis dans une structure alliant humanité et sécurité. Un nouveau bâtiment flambant neuf avec toutes les garanties demandées. Lima, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais moi, je pense qu'il aurait fallu revoir les écoles au lieu de faire ça. Mais d'un côté, bon, c'est important parce que c'était aberrant la manière dont les gens étaient détenus. Mais je pense qu'au lieu de construire ça, on pourrait revoir ce qui ne va pas vraiment ici, quoi. Mais pour tu vois, vous, parce qu'il y a des enfants qui traînent, il y a plein de problèmes. Ça veut dire qu'on va construire des prisons de partout, mais on ne va pas faire des écoles. Pour vous, il y aurait une priorité en fait Ben oui, il y a plein de priorités, mais bon. C'est important quand même d'avoir un bâtiment parce que ça avait été qualifié, on rappelle quand même en 2008, ça avait été qualifié de la honte de la République, le CRA qui était actuellement jusqu'à maintenant en place. Il avait été quand même décrié, pointé du doigt et c'est pas non plus une belle image pour Mayotte quand même. Mais il n'y a pas que ça, comme mauvaise image. Mais justement, quand tu vois chaque rentrée scolaire, que les parents vont fermer les écoles parce qu'il y a insalubrité, c'est pas une honte déjà pour les mairies, Je pense qu'on pourrait donner un coup de main pour ceux qui existent déjà, après revoir autrement. Mais d'un côté, c'est pas mal, ce qui a été fait. Mais je pense qu'il y a des priorités. Mais pour vous, c'est pas assez. Il faudrait voir les choses de manière plus globale, au lieu de se concentrer sur un bâtiment. Il faudrait revoir l'ensemble des bâtiments à refaire, à revoir à Mayotte. Ou bien, comment faire pour éviter justement qu'on enferme les gens là-bas. C'est-à-dire... mettre plus de sécurité. Il paraît qu'il y a des radars, tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est une vraie volonté de mettre la sécurité où il y a du laisser-aller? Il faudrait voir aussi de ce côté-là, au lieu de construire, parce que je ne pense pas que ça suffira, ce bâtiment. Pour vous, le problème est beaucoup plus large que ce qu'on veut bien nous faire par rapport à tout ce qui comprendre. rentre tous les jours, il faudrait qu'ils en construisent 5-6, parce que c'est pas assez, à mon avis. Alors Lima, on va aller maintenant du côté de Koungou où un drame familial s'est produit. Un jeune homme de la trentaine, qui a une trentaine d'années, a poignardé sa mère. Celle-ci est décédée suite à ses blessures. On regarde ces images, Lima. Choqués et dans la peine, les proches de Fatima se mobilisent ce matin pour procéder à l'enterrement. Mais en fin de matinée, tous apprennent que la dépouille ne leur sera pas rendue puisqu'une autopsie doit être effectuée. Ils doivent d'abord patienter pour qu'un médecin légiste arrive de la Réunion. Le mari de la défunte et beau-père de l'accusé tente de nous expliquer les faits. J'ai en train de dormir. Ma fille là, qui s'appelle Rukia, il a tapé ma porte. Il m'a réveillé. Papa, regarde derrière moi. Il m'a poignardé là. Moi j'ai dit, j'ai pas le temps de vous regarder, mais où est ma femme? Il est dans la cuisine. Quand je regarde ma femme à la cuisine, elle est en train de s'asseoir comme ça. Elle a tenu ici, parce qu'elle a mis les couteaux comme ça. Il a tiré comme ça. Après, il a mis sur le cœur. Après, il a tiré encore. Donc, je suis parti voir ma femme et j'ai touché à son épaule. Moi, j'ai dit, madame, comment tu vas?
je n'arrive pas à avoir même une parole de ma femme. Moi, j'ai dit, ça y est, ma femme est morte là. Après avoir commis ce meurtre, le fils de Fatima, surnommé Doudou, s'est rendu lui-même à la gendarmerie. Il semblerait qu'une rancœur datant de plusieurs années l'animait. En effet, après avoir plusieurs fois proféré des menaces de mort, il a mis son plan à exécution ce dimanche matin. Contacté avec ma femme par téléphone tous les jours, il m'avait dit que la personne est venue à Mayotte pour me faire tuer à cause de papiers. Il a dit que si je ne donne pas papier français, à lui, il va me tuer. Sûrement. Donc cette parole-là, ça répète au moins 1000 fois. Tout le temps, ça sort de sa bouche. Donc, il m'a signalé à Métropole, mon mari, attention, mon fils ici, il m'a menacé comme quoi il va me tuer. Moi, j'ai dit, attends, j'arrive. Le père de famille rempli de douleur promet de ne pas garder son calme si sa femme est enterrée dans un cercueil sans que les rites funéraires musulmans soient administrés. Aujourd'hui, on utilise quoi? C'est la religion. Aujourd'hui, c'est mon épouse qui est morte. Admettons que vous êtes à ma place. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et moi, je ne suis pas catholique ou protestant que vous allez mettre ma femme dans une caste. Non, je suis désolé. Né à Mayotte, mais envoyé en juin pour son comportement, Doudou était arrivé par Kwassa il y a quelques mois. Il espérait obtenir des papiers grâce à sa maman qu'il a finalement tué de sang-froid. Une enquête est ouverte, mais il y a fort à parier que ce meurtre lui vaille de longues années de prison. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ça? Moi déjà j'envoie les condoléances à la famille parce que c'est une personne que je connaissais depuis des années, plus de 20 ans. Et j'étais pas au courant, je l'ai su que hier. Mais j'irai voir la famille. Et puis je trouve que, bon, je pense pas que cet enfant était normal parce qu'on ne tue pas ses parents comme ça. Je me demande ce qui lui a pris, mais c'est très malheureux. Alors, que faire? Que faire? Je ne sais pas, mais ça me touche pour l'enfant et pour la mère. Donc vous connaissiez cette dame, on parle d'une brave dame qui travaillait notamment... Tout à fait, ça fait plus de 25 ans, c'était une vraie amie. Et je ne sais pas, mais franchement, je ne sais pas quoi dire parce que je n'arrive pas à blâmer le petit, j'arrive pas à blâmer la mère. Je ne sais pas quoi dire, je suis très, très touchée. Alors, et puis quelque chose est venu aussi se greffer à cette affaire avec ce corps que les parents, la famille n'a pas pu récupérer, puisque normal, vu les circonstances du décès, une autopsie devait être faite et forcément le mari n'a pas voulu comprendre les démarches qui devaient être suivies. Mais je pense que ça c'est à la rigueur, ce n'est rien. Parce qu'il a réagi comme ça, parce qu'il était choqué. Tu sais, quand un drame comme ça arrive, on se maîtrise pas. Mais je pense que ça, à la rigueur, ils pourront toujours s'entendre parce qu'une fois qu'il sera calme, il comprendra. Et ça, c'est à la rigueur, je pense qu'une solution se trouvera. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une situation un bouleversement au niveau de la société mahoraise? Parce qu'à une époque, un enfant jamais n'aurait osé lever la main sur sa mère ou son père, ne serait-ce que l'idée de faire un acte comme celui-là, c'était même pas imaginable. Mayotte a beaucoup changé pour plusieurs raisons. Parce que Mayotte évolue et il va vite et les gens veulent se rattraper. Des fois, il y a beaucoup des femmes qui ont des enfants sans mari, ils veulent chercher du boulot. Alors, pour pouvoir assumer tout ça, c'est pas évident pour elles parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça tout le temps. Et puis les enfants, ils veulent vivre avec les autres. Il y a une perturbation. Et c'est pas facile déjà, mais je pense que il y a aussi des gens qui naissent mauvais parce qu'il y a plein des enfants qui leurs parents sont pauvres, ils ont besoin de plein de choses qui ne se révoltent pas de cette manière-là. Peut-être ils disent qu'ils ne vont pas à l'école ou ils vont gueuler, ils vont casser une assiette, mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas Mayotte est en difficulté. Ça je vous le dis, mais parce que dans tous les sens, tous les jours, ça ne va pas. Tu trouves des gens morts, on ne sait pas pourquoi, les autres grèvent partout. Rien ne va, quoi, on dirait. Et vous, en tant qu'artiste, un sacré problème. Mais nous, les artistes, on a été tués, on n'existe plus. Tu vois les artistes à Mayotte chanter, là? Il paraît que le festival ne va même plus se faire. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Ça veut dire ça évolue, quoi.
Merci beaucoup Lima pour ces précisions. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt. On continue dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info à vous parler de l'actualité de ces derniers jours, toujours avec mon invité Lima Wild. Lima, on continue ensemble ? Oui. Avec cette visite justement de la défenseure des droits, Madame Geneviève Avenard, qui était à Mayotte et qui a fait son compte-rendu sur ce qui se passe dans notre île concernant cette jeunesse un peu perdue, on va dire, et qu'elles sont abandonnées. On regarde ce reportage. La triste réalité est connue de tous. Le 101e département grouille d'orphelins, des enfants parfois en bas âge, isolés, qui luttent quotidiennement pour survivre. Une situation difficile à supporter et que la défenseure des droits des enfants a pu constater par elle-même. Le défenseur des droits a conscience de ce problème depuis 2012, puisque, vous le savez, un rapport très circonstancié avait été produit en 2012 suite à une mission de Dominique Baudis et à l'engagement de ce dernier autour de la question de Mayotte au moment de la départementalisation. Alors moi, je n'entrerai pas dans les batailles de chiffres. On entend entre 3 000 et 6 000 enfants concernés, mineurs isolés. C'est pas l'objectif, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir comment les enfants à Mayotte vivent leur quotidien. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est effectivement un nombre impressionnant d'enfants qui se trouvent dans des situations très difficiles, alors de très très grande précarité et vulnérabilité. Donc des enfants qui sont en danger, quels qu'ils soient. Les droits des enfants, ils s'appliquent à tous les enfants. Autre problématique sur le département, le village d'Eva confiait dernièrement que près de 3000 enfants n'étaient toujours pas scolarisés cette année. Un problème que Geneviève Avenard souhaite prendre à bras le corps. J'étais frappée par, alors là aussi le chiffre, on va demander tous les chiffres, tous les éléments, on va aller sur place pour regarder si effectivement nous avons toutes les informations et les bonnes informations, nous allons croiser les informations pour être bien sûr de la réalité. Ça, je dirais, ça fait partie de notre job. Mais en tout cas, moi j'étais frappée par cette question de la difficulté de scolarisation. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Pour moi, tous les droits sont importants dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais celui-ci, il permet aux enfants de pouvoir prétendre à une vie d'adulte libre, indépendant, qui se fasse son opinion lui-même, qui puisse effectivement accéder à un métier plus tard, accéder à une vie meilleure. Et donc je crois que c'est vraiment fondamental. Et on va vraiment, je souhaite vraiment, je pense que ce sera un des aspects importants du rapport que je ferai aux défenseurs des droits à mon retour. Vraiment, il faut développer l'accès à la scolarisation, l'accès à l'éducation. Le défenseur des droits est avant tout là pour alerter, mais cette autorité constitutionnelle indépendante a également le pouvoir de mettre en demeure les institutions, notamment en cas de suspicion de maltraitance dans des familles d'accueil choisies et rémunérées par les soins du conseil départemental. Nous en avons d'ailleurs parlé avec le président du conseil départemental ce matin, de cette question effectivement des familles d'accueil et des signalements pour maltraitance, parce qu'il faut employer le mot, des suspicions de maltraitance qui ont été énoncées. Nous avons nous-mêmes été saisis de ces situations, et étant saisis, nous allons investiguer et nous allons aller jusqu'au bout effectivement du traitement de ces situations, car il n'est pas possible de penser que des enfants sont en danger dans des structures qui sont censées les protéger. Face à la situation des enfants isolés sur le département, l'un des délégués du défenseur des droits souhaite qu'à la suite de cette visite, les choses évoluent véritablement. J'espère je pense que les élus ils ont la prise de conscience. J'espère qu'il y aura des décisions fermes qui montrent l'exemple, qui feront que certaines pratiques cessent et qu'on avance dans le bon sens. Je pense des décisions concrètes. Ça permettrait, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de blocages, des gens qui sont venus nous voir pour lesquels les dossiers n'avancent pas et qu'ils se découragent. Et donc une décision exemplaire permettrait de passer le cap, je pense. Des actes clairs et concrets pour résoudre la problématique de ces enfants perdus de la République. Voici ce que tout le monde souhaite. Espérons alors que cette visite de Geneviève Avenard
œuvrera en ce sens. Alors Lima, la jeunesse mahoraise, notamment les enfants on va dire abandonnés, pose problème, énormément de problèmes ici à Mayotte. On va dire il faut faire quelque chose, comme le dit la défenseur des droits. Je pense que oui, il faut faire quelque chose parce que pour qu'ils ne viennent pas tuer leurs parents, comme le drame qui vient d'arriver. Je pense que peut-être que si ce garçon-là était pris en main, on aurait évité ça. Et puis c'est l'avenir, la jeunesse. Et puis ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. Et puis ils sont là. Si on ne fait pas attention à eux, on va risquer d'être mal parce que déjà là, ça ne va pas. Mais si on les laisse comme ça, ils vont grandir ici avec la haine et la rage. On risque encore pire. On a vu il faudrait construire encore plus pas de cras, mais plus de prisons. Si on ne fait pas attention à eux, quoi, parce que ils veulent être comme tout le monde. Vous le ressentez, vous, au quotidien, justement, ces jeunes, quand vous en avez rencontrés, sûrement, quel discours ils vous tiennent Moi, j'en ai rencontré, qui sont bien, mais j'en ai rencontré, aperçus, qui m'ont volé les sacs, le portable. Il y en a qui vont... la semaine dernière, on a cassé ma fenêtre et heureusement que j'ai mis des barreaux. Mais moi, j'arrivais pas à y croire. Moi, depuis 2008, j'ai constaté ça. Moi, quand j'entendais parler dans les plages qu'on t'arrachait les sacs, les gens se volaient, je croyais pas. Mais depuis 2008, j'ai constaté que ça n'allait pas. Et je pense que plus on va faire traîner les choses, plus il y aura des drames. Il faut prendre les choses en main dès maintenant. Il n'est pas encore trop tard. Oui, on parle des droits de l'enfant. Tous les enfants ont des droits et justement, ici, il faut quand même que ça soit respecté. Tout à fait. On a parlé aussi de ces familles dans le social. En fait, on a vu ce qui s'est produit, le drame également, qui a eu dans une famille dans le sud, à Cani, où un jeune garçon qui a été placé dans une famille a violé une petite fille de 4 ans. Tout ça, en fait, ça montre aussi qu'il y a un malaise quelque part. Mais malheureusement, ça ne peut pas se prévoir. Ça, c'est arrivé dans une famille d'accueil, mais ça arrive même dans les vraies familles. Alors, des drames comme ça arrive, mais je pense que c'est des choses qui sont arrivées qu'on ne sait pas quoi faire, mais ça peut arriver dans la même famille, c'est pas seulement dans les familles d'accueil. Alors, je ne sais pas quoi. Je pense que... Et la place de nos élus dans tout ça, le rôle de nos élus, est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle beaucoup plus important à jouer que celui qu'ils ont aujourd'hui ? Moi, je pense que nos élus, il y a certains qui font vraiment leur boulot, il y en a d'autres qui sont là pour encaisser. Et c'est pour ça que ça ne va pas vraiment, parce que s'ils se mettaient tous d'accord, au lieu de se chamailler, je pense qu'on aurait fait un grand pas. Parce que nos élus d'avant, ils n'étaient pas nombreux, ils n'avaient pas fait beaucoup d'études et ils ont fait avancer quand même Mayotte, parce que si tu te rappelles, il y a 25 ans, 30 ans, qu'est-ce que c'était Mayotte et ce qui est maintenant, ce ne sont pas les nouveaux qui ont fait avancer Mayotte, ce sont les anciens. Alors moi, je dirais à nos élus qu'on les a élus pour la population, qu'ils arrêtent de mettre les vestes là pour se montrer, mais qu'ils fassent leur boulot. Là, c'est votre cri du cœur, Lima. Voilà. Alors, on va continuer avec un autre sujet, cette mobilisation après une affaire de cambriolage qui a, on va dire, mal tourné, plutôt parce que l'agressé est devenu agresseur. On regarde les images. On va comprendre un peu plus après avec vous, Lima. Le mouvement Je suis Ariti Abdullah prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un dessin caricatural où l'on voit la tête d'Ariti Abdullah décapitée a été publié sur Facebook. Associations, artistes et anonymes se mobilisent pour préparer un mouvement de soutien et dire stop à cette énième affaire de cambriolage où la victime est traduite devant le juge pour s'être fait justice soi-même. Ce qui se passe aujourd'hui, Mayotte, nous sommes tous excédés par ce qui se passe. Donc, l'idée que moi je propose, il va falloir mobilisons-nous toute l'île, sans exception. Ceux qui sont concernés, qui aiment Mayotte, allons. Donc on fait une ville morte. Bien sûr que je suis Abdillah. Parce que c'est arrivé à Abdillah aujourd'hui, ça peut m'arriver à moi. Et moi, franchement, j'ai quelqu'un qui rentre chez moi, je ne vais pas me laisser faire. Je vais me la faire. Oui, je porterai le t-shirt. En même temps, je trouve qu'en tant qu'artiste, je trouve que ce qui s'est passé, c'est injuste. Et s'il y a une mobilisation, moi, je serai dedans. Toutes générations confondues veulent dire stop au cambriolage à leur manière. Ces jeunes souhaitent prendre part au mouvement. Ils en ont marre d'être mis dans le même panier et veulent qu'on différencie les jeunes délinquants et ceux qui souhaitent s'en sortir. Moi je serai là, mais moi je vais pas acheter un t-shirt. Moi j'ai pas de sous
Mais je serai là en tant que citoyen qui prend part de la responsabilité de cette chose, quoi. Mon message, c'est de faire une mobilisation pour que tous les jeunes se rassemblent pour mettre fin à des actes immondes comme cela, parce qu'il y a la future génération qui arrive. Nous, on veut étudier. Je crois que c'est pas bien, quoi. Le phénomène est devenu une affaire publique, mais qu'en aurait-il été si cette condamnation n'avait pas touché une personnalité connue de tous? C'est aussi la question que certains se posent au vu des nombreuses affaires similaires qui existent sur le département. Une chose est sûre, qu'Abdullah Hariti fasse appel ou non, cette histoire risque fort de remuer le département et de rendre de nombreux Mahorais encore plus défiants face à la justice française. Alors une mobilisation avec cette formule qui revient, je suis Abdillah Hariti, je suis Hariti Abdillah. Lima, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça mérite une vraie mobilisation parce qu'on est tous concernés. Mayotte, on vit dans des barreaux comme des prisons. Mayotte, on n'est pas en sécurité. Même quand on veut sortir à une certaine heure, on a peur. Même quand le taxi te dépose là, moi j'étais avec mon copain en bas de l'immeuble. On s'est fait agresser, on nous a volé mon sac et tout ça. Il y a 2 semaines, 3 semaines de ça. Et ça continue comme ça. Alors on a cherché quoi? Est-ce qu'on n'était pas au bon endroit devant chez soi? Pour ne dire que ça. Quand on sort sur la route, on t'arrache le téléphone, on t'arrache le sac, ça suffit, quoi. Je pense qu'il faudrait trouver une vraie solution. Parce que si on attaque Hariti aujourd'hui, on va attaquer toute la population de Mayotte. Parce qu'on est révolté, il y en a marre. Moi, tu sais, en 6 mois, j'ai payé combien de téléphones? Parce que je ne peux pas vivre sans téléphone. En plus des vrais téléphones, on me les pique comme ça. Mais tu es fatigué, on te vole ton portable, on te vole des trucs. Mais est-ce que tu travailles pour ces voleurs? Et puis à un moment donné, tu ne vas pas racheter la même chose. Tu as envie d'évoluer, tu as des enfants, tu as envie de faire ta vie autrement. Mais tu ne vas pas répéter, acheter la même chose parce qu'il y a des gens qui sont venus voler. Moi, en tout cas, je suis comme les autres. Si j'arrive à attraper quelqu'un chez moi, je ferai ce que j'ai à faire. Et puis mais la loi est claire, Lima, on ne peut pas se faire justice à soi-même. Mais non, c'est pas vrai. Mais on va faire quoi? On va faire quoi? On ne peut pas se défendre chez soi? Que ça soit dehors à la rigueur, oui, mais chez soi. Mais imagine avant-hier, la semaine dernière, moi, je suis avec ma fille et ma petite fille. Si j'avais pas mis des barreaux à la fenêtre, je sais pas si une personne ou deux, il était rentré, je m'aurais laissé violer avec ma fille et ma petite fille sans me défendre. Mais non. Non. Alors justement, Lima, on a beaucoup dit, parce que c'est une personnalité, l'affaire a été portée dans les médias, a été connue de tous. Et beaucoup disent, si ça avait été quelqu'un, un citoyen lambda, et on n'avait pas forcément eu vent de cette affaire, la personne aurait peut-être fini... Peut-être parce que ça peut être ça, parce que j'ai comme l'impression qu'on veut intimider certaines personnes. Mais en tout cas, moi, on m'intimide, on ne m'intimide pas. Si une personne rentre chez moi et que j'ai la possibilité de me défendre, je vais me défendre. Alors, mais il faut appeler la police dans ces cas-là, il faut appeler la gendarmerie. Mais la police, tu l'appelles, mais des fois, non, vous attendez la police. Est-ce que toi, quand tu es en danger, est-ce que des fois tu réfléchis même d'appeler la police? Tu te sens en danger. Si tu sens qu'il arrive, il n'est pas encore là, oui. Mais si le danger est là, est-ce que des fois on est tellement ému qu'on n'arrive même pas à crier, chacun a sa façon de réagir par le choc. Si c'est un truc qui va arriver, tu as le temps de prévenir. Mais si c'est déjà là sur place, déjà parce que quelqu'un qui est venu chez toi pour te voler, il a l'intention de s'en aller, il peut te tuer. Alors toi, déjà, tu es paniqué. Mais chacun a sa façon d'agir. Moi, je ne sais pas franchement comment j'agirais. Alors, on ne peut pas appeler la police le temps que ça arrive. Est-ce que le cambrioleur va attendre que tu appelles la police déjà avant de te casser la gueule? Alors, on a vu aussi dans le reportage des jeunes qui disent « Nous, on ne veut pas être assimilés à ces jeunes qui font des actes de délinquance. Donc, on va également se mobiliser. » Vous comprenez leur position? Justement, ces jeunes-là qui viennent avec tout le monde parce qu'il y a des jeunes bien. Moi, j'en ai rencontré plusieurs qui sont disciplinés, qui te disent bonjour, qui sont très respectueux. Et c'est vrai, ils ont raison parce que si on les mélange... Mais c'est vrai que actuellement, quand tu sors, tu vois un jeune, tu ne sais pas s'il est délinquant ou pas. Il y a une psychose, alors déjà, en fait, qui s'est installée. Déjà, tu te méfies. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas que des délinquants dans la jeunesse. Moi, je pense que ça mérite une vraie mobilisation.
Alors Lima, on va finir avec un événement qui s'est produit il y a quelques jours, le festival Dende Ashitoa, et un festival endeuillé puisque l'une des têtes d'affiche, Sundi, est décédée juste un peu quelques jours avant. On regarde le reportage Lima et on en parle ensemble juste après. Accorder les instruments, le rythme est ainsi créé, le monde de l'art traditionnel africain. Ici, il n'est pas question d'oublier Sundi qui est parti brusquement, mais plutôt de continuer à se souvenir de son art et de le perpétuer. La question, elle s'est posée sous le coup du choc, mais rapidement, il n'a été pas du tout question d'annuler parce que Sundi était prévu à la programmation. Sundi était aussi un grand ami à Dio. Un ami à nombre des musiciens qui seront là demain soir. Et on va jouer encore mieux pour lui, quoi. On va jouer encore mieux pour lui. Il ne faut pas annuler, ce serait... Le langage de la musique est universel et dépasse les frontières de la vie. Yanis est donc impatient d'offrir un spectacle inoubliable. Mais en tout cas, on soit remercié. En bas. Mais sur singa zavavo wala kavastana antini kavta problem mais sur singa zavavo wala kavtana antini kavtoka tamalambe vavo mais so singa za amarta ringa deswafi tawantwa jouer mbavani tongozini senda pete vavo. En effet, le festival Dente Ashituva a pour objectif de sauvegarder la musique traditionnelle entre Mayotte, les Comores et la Martinique. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'occasion est à saisir de valoriser la tradition et les instruments traditionnels. On a monté Hakuna Matata, l'association, pour porter ça plus haut et avoir des aides financières. Donc on est soutenu par la Direction des Affaires culturelles, par Jeunesse et Sport, voilà, par l'Outre-mer aussi qui fait venir un financement pour faire venir des Saint-Prix de Martinique. Voilà. Donc ça nous permet d'ouvrir plus et d'avoir des invités de l'extérieur. Et il y a aussi Mwenye Madi qui est venu de Moroni. Et aussi de développer un atelier avec les jeunes pendant les 2 derniers mois, pendant les vacances. On a retenu une dizaine et ils ont fait une création avec Dio. Pendant tout l'été, ils ont répété, ils ont composé, ils ont écrit des chansons. Et ils seront en première partie des grands artistes qui sont là. Demain, la soirée s'annonce rythmée avec un djembé géant qui fera participer les spectateurs venus avec leur djembé. Le son des tam-tams réveillera les anciens pour résonner jusqu'au firmament. Une bonne manière de dire adieu à Sundi qui a tant fait pour ce que ce genre d'événement puisse exister. Alors un festival pour mettre à l'honneur Lima, la musique traditionnelle mahoraise dans le cadre des Journées européennes. Une belle initiative quand même. Hein. Ah, tout à fait, je pense que c'est une très bonne idée. Il faudrait que ça se renouvelle. Mais en parlant de Sundi, déjà j'envoie mes condoléances à toute la famille, à tous les artistes et à toute Mayotte parce qu'il n'était pas que artiste, il était artisan. Il fabriquait les instruments traditionnels. Et j'ai entendu dire qu'il a demandé une subvention. Le conseil général ne lui a pas donné. Alors moi, je dis au conseil général, vous n'avez pas bien fait parce que notre patrimoine est perdu maintenant. Qui d'autre va le faire? Il nous reste qui? C'est dommage, quoi. Alors ce festival Lima, pour remettre au goût du jour et à l'honneur, surtout notre musique traditionnelle, vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit perpétuer, bien évidemment. Mais aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils sont sensibles à ce genre d'événements? Clairement. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation. Il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. Mais je pense que si tout le monde est au courant, oui. De toute façon, la plupart des Mahorais s'ennuient. La musique a été tuée ici. Alors quand il y a un événement, surtout comme ça, aussi, les gens se mobilisent. Alors vous, en tant qu'artiste, quand vous parlez de la musique qui a été tuée, vous l'avez dit tout à l'heure, les artistes ne sont pas forcément dans une période de faste, on va dire, en termes d'activité. Quel est votre sentiment? Comment vous, Lima Will, comment vous en sortez en tant qu'artiste à Mayotte?
Votre quotidien Moi, j'essaie de composer quand je peux. Et puis, moi, je vais quand même rester dans la musique. Je vais dans les karaokés. Mais je pense qu'il faudrait, comme j'ai dit, que tout le monde doit trouver une solution. Il faudrait qu'on se retrouve, nous les artistes, et qu'on s'organise, qu'on montre qu'on est là. Mais de toute façon, c'est ce qui est prévu. On va essayer de préparer notre festival et puis essayer de s'entendre. Parce que dans ce milieu-là, je pense que si on était vraiment ensemble, les choses auront évolué. Mais chacun aussi fait le beau label. Et je pense que c'est pas bon aussi parce que je parle aux autres, mais je nous parle aussi aux artistes. Il faudrait qu'on se concerte et qu'on... Ça manque d'unité un petit peu. Ça a toujours manqué. Depuis le début, moi, quand je suis arrivée, ça a toujours été ainsi. Mais comme il y avait le conseil général qui était derrière, et à ce moment-là, ça marchait, ça le faisait. Mais actuellement, comme c'est comme ça, je pense que ça sera l'occasion pour qu'on... Ça vous oblige justement à revenir les uns vers les autres. À être ensemble, quoi. Plus mobiliser, pour à vous devenir soutenir. fort. Alors la musique mahoraise, vous, votre musique à vous, principalement Lima, vous pensez à l'exporter ou alors c'est une musique que vous faites plus pour le public mahorais? Ah non, moi si j'ai fait le premier DVD musical et que c'est déjà sur Internet, ça fait des années, depuis 2005, c'est justement pour faire connaître. Et pour mon premier album, La Jaquette, j'étais en traditionnel et en moderne sur les deux tours qui ont été bombardés. Ça veut dire que mon idée, c'était exporter la musique mahoraise jusqu'aux États-Unis. Moi, je ne me limite pas, quoi. J'aimerais au contraire que notre musique soit connue partout dans le monde. Et beaucoup d'artistes localement ont cette ambition ou alors En tout cas, s'ils ne l'avaient pas, ils vont l'avoir parce que les choses évoluent et puis de toute façon, l'audio ne fonctionne plus, il faut les images et puis il y a Internet, on est obligé, il faut suivre le mouvement. Alors Internet, ça vous permet de propulser un petit peu ce que vous faites, Lima? Oui, tout à fait, je pense que c'est un très bon instrument parce que tu restes ici, tu es vu partout. Vive la progression. Merci beaucoup, et la Lima. télé. Parce que grâce à la télé aussi, via Internet, ça le fait. C'est une diffusion qui est beaucoup plus importante et ça vous permet d'être vu un peu partout dans le monde. Merci beaucoup Lima d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes vos précisions. Et quant à nous, on se dit à plus tard, à demain notamment, avec un nouvel invité et de nouvelles infos, toujours dans les rendez-vous l'info sur KTV. de paix, île de joie, Mahor et terre d'amour. En trois grandeurs je crois, jeunesse pour toujours. Zaïna, ton cœur, force armée de tes valeurs. Zaïna, combat d'une vie pour des jours meilleurs. Zaïna, l'avenir se conjugue sans pleurs. Zaïna, respect, espoir sont à ton honneur. Ton air riche tape sombre dans l'oubli, Zaïna. Mahor, relève-toi, les jeunes comptent sur toi. Enfant rendu infructueux du destin. Innocence coupable d'un désastre sans fin. Jeunesse, j'entends tes cris, prévois pour un espoir. Demain est mon défi, tu dois encore y croire. Zaïna, fournie de l'égalité des chances. Zaïna, confiance d'une mère blessée en la France. Zaïna, sa devise était espérance. Zaïna, officier dévoué de l'expérience.
Pour Mayotte plus belle, plus juste et plus solidaire. Le Mayotte plus fraternel et plus humaine. Stratèges nantis et décideurs font leurs affaires. Promesses sans lendemain nourrissent vos peines. Jeunesse, l'avenir c'est toi, génération rebelle. Lève-toi, fais ton choix, impose-leur un modèle. Zaïna, j'honore la voie tracée du destin. Zaïna, je déplore les dérives du scrutin. Zaïna, de Mayotte, faisons une richesse. Zaïna, ensemble. Au pays de droits de l'homme, fierté du passé.